L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bonjour, est-ce que vous croyez à cette candidature de François Hollande dont on parle maintenant dans les cercles du pouvoir ? Je pense qu'il a le souhait d'être candidat, mais je me demande s'il n'aura pas dans ses jambes un certain Premier ministre, M. Valls, qui lui aussi, à mon avis, souhaite être candidat. Oui, mais lui aussi dévisse dans les sondages. Alors lui aussi dévisse dans les sondages, il reste un tout petit peu au-dessus de François Hollande, mais c'est vrai qu'il est en forte baisse, c'est mérité de mon point de vue. J'ai vraiment le sentiment qu'il a réactivé ses réseaux, qu'il prend ici et là ses distances avec François Hollande, voire qu'il a peut-être, et c'est peut-être de lui que vient l'idée assez sournoise, il faut le dire, d'une primaire à gauche. Voilà, ce qui est évidemment un désaveu pour François Hollande. Donc moi je me demande si on n'est pas entré dans les coulisses du pouvoir dans cette période d'assassinat politique. Oui, c'est ça. Ce serait assez classique, mais de conflit de plus en plus ouvert entre le Premier ministre et le président de la République pour la candidature à la prochaine présidentielle. Question, est-ce que vous considérez, parce qu'on attend peut-être ce soir une sorte de communiqué, un communiqué ou une déclaration du président de la République sur une réunion à minima du Congrès qui ne concernerait plus la déchéance, mais qui pourrait porter simplement sur l'état d'urgence avec donc un accord avec les sénateurs, c'est-à-dire un accord Hollande-Larcher, qui aurait été négocié ce week-end. Oui, donc rien. Donc une réforme pour rien. Donc la parole du président de la République, du chef de l'État, définitivement, en tout cas pour ce quinquennat, est démonétisée, puisqu'il avait annoncé solennellement quelques jours après les attentats du 13 novembre devant le Congrès réuni à Versailles, qu'il y aurait la déchéance de nationalité étendue dans la Constitution française. Il n'en est même pas capable. Il n'est pas capable de porter cette réforme qui n'était pourtant pas extraordinaire, donc qui était même soutenue par une large majorité de l'opinion publique. Oui, là, ça deviendra un non-événement et la réponse n'est absolument pas à la hauteur. La réponse n'est absolument pas à la hauteur du défi islamiste, du défi du terrorisme, c'est-à-dire tout ce qu'on attendrait comme mesures extrêmement concrètes et qui ne viennent pas. Question ce soir France-Russie, je ne sais pas si vous aimez le football, nous sommes dans la préparation de l'Euro. Est-ce que vous considérez que la sécurité en France est assurée dans la perspective de cet événement qui va évidemment mobiliser tous les Français? Vous savez, moi, ma position, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à vouloir l'annulation de ce genre d'événement, ou alors on demandera aussi la fermeture de toutes les grandes surfaces, on demandera l'annulation du Tour de France, on demandera l'annulation des festivals. Moi, je ne pas parler d'annulation. Non, mais je veux dire, je sais que c'est un débat. Alors, moi, évidemment, la sécurité, je n'ai pas de garantie que la sécurité pourra être parfaite et il ne se passera rien, malheureusement. Je le souhaite. En tout cas, je souhaite qu'on prenne toutes les mesures pour sécuriser cet événement et les Français. Qu'est-ce qui manque? Alors maintenant, rentrons dans le pif-paf, si je puis dire. Qu'est-ce qui manque? Il manque beaucoup de choses. Vous n'arrêtez pas de crier justement sur la politique du gouvernement et même sur celle de Nicolas Sarkozy concernant justement la sécurité. Qu'est-ce qui manque d'après vous? Il manque déjà des frontières à la France. Vous voyez, comme pour un événement, par exemple, comme l'Euro, où on sait que ça va venir de toute l'Europe et peut-être même un peu plus loin, il est absolument nécessaire qu'on sache qui entre sur le territoire national. Donc on rétablit les frontières comme on rétablit... Oui, mais pas que provisoirement. Je veux dire qu'on rétablisse définitivement un pays comme la France mérite d'avoir des frontières nationales, comme l'ensemble d'ailleurs des nations d'Europe. Il n'en est pas question. Pourquoi il n'en est pas question? Alors que c'est bon pour la sécurité. Des raisons de principe et des raisons budgétaires? Non, il n'en est pas question pour des raisons idéologiques. Parce que les raisons de principe. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on considère que, moi j'appelle ça du dogmatisme. On considère qu'il y a au-dessus de la sécurité des Français l'Union européenne et Schengen. Moi je trouve que c'est de la folie. C'est de la folie. On ferme les frontières avec la Belgique, on ferme les frontières avec l'Allemagne, on ferme les frontières avec l'Italie, on ferme les frontières avec l'Espagne. C'est de la folie pour le trafic des armes. C'est de la folie pour le trafic des personnes et c'est de la folie pour l'immigration clandestine. C'est pas fermer les frontières, c'est en avoir, les maîtriser, les contrôler. Des douanes. Reconstituer une infrastructure. Le passage des frontières à l'ancienne, les voitures les unes après les autres. C'est pas à l'ancienne, c'est ce qui se fait de manière moderne dans 95% des pays du monde, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans la zone Schengen. L'immense majorité des pays ont des frontières. Il n'y a pas que ça à faire. Moi, je pense qu'avoir des frontières, c'est absolument nécessaire. Mais il faut aussi que nous ayons des infrastructures de sécurité, notamment de renseignement. Encore une fois, pour un événement comme l'Euro ou pour la lutte en permanence contre le terrorisme, il faut qu'on ait un renseignement au plus proche du terrain. Or, et là on en revient à Sarkozy, vous recevez Sarkozy demain, posez-lui cette question. Pourquoi en 2008 il a fait cette réforme du renseignement qui avait été critiquée à l'époque? Donc on ne le découvre pas maintenant. On avait prévenu, on avait averti. Il a des séries qui est devenu la DGSI. On a perdu beaucoup d'informations. L'état-major avec Bernard Cazeneuve. C'est ça, on a perdu beaucoup d'informations sur le terrain. Réforme Sarkozy maintenue par Hollande. Il faut rétablir de manière moderne, innovante, mais du contact sur le terrain. Et puis rétablir sur le terrain, des effectifs
dispositifs de police, de gendarmerie, militaires qui ont été détruits là aussi largement par Sarkozy. Mais est-ce que vous ne considérez pas que tout ça, enfin, c'est aussi un propos qui est souvent tenu, que ça tient essentiellement justement à Internet, parce que le vieux officier DRG, enfin l'officier DRG qui va traîner dans un bar pour savoir ce qui se passe, c'est terminé aujourd'hui. Enfin, déjà, traîner dans un bar pour savoir ce qui se passe, ça peut avoir son utilité, pourquoi pas. Mais on peut aussi traîner ailleurs, on peut aussi avoir ses sources et ses réseaux ailleurs. C'est un métier, moi je trouve, extrêmement moderne. C'est un métier qui n'est pas démodé. Mais aujourd'hui, tout passe par Internet. Et qui a maintenant des méthodes innovantes. Tout passe par Internet. On peut cibler les choses. On n'est pas obligé de surveiller la population française tout entière sur Internet, mais on peut cibler. On peut utiliser les méthodes modernes de téléphonie mobile, etc. Tout le monde le fait et le sait. Mais il faut absolument qu'on ait ce contact sur le terrain. Rien ne vaut quand même aussi le terrain, le contact, les connaissances. Et puis voilà, si vous voulez, tant qu'en réalité la France n'aura pas sa souveraineté nationale, parce que c'est ça le fond du problème. Tant qu'elle dépendra d'un juge supranational en matière d'immigration, en matière de tout, eh bien, elle ne sera pas en mesure d'assurer la sécurité à nos compatriotes. Où est passée Marine Le Pen ? Marine Le Pen, vous la verrez tout à l'heure, puisqu'elle conclut une journée des collectifs socio-professionnels et thématiques que nous organisons aujourd'hui. Voilà, ce sont des petites associations qui travaillent sur la culture, la santé. Ce sont des petites ou moyennes associations qui sont souvent récentes, qui ont été lancées ces mois derniers, qui travaillent dans le domaine de la culture, de l'écologie, de l'énergie. Et les animaux, même, j'ai lu. Oui, de la protection animale, des PME, du développement de l'aide aux jeunes entrepreneurs, de l'école, de l'enseignement supérieur. Bref, c'est une galaxie d'associations qui produisent des idées, qui participent au débat public, qui tissent des liens avec les associations, et elles gravitent dans l'orbite du Rassemblement Bleu Marine. On les réunit aujourd'hui. Si je vous ai posé cette question, c'est que beaucoup de gens se demandent si finalement il n'y a pas eu, comment peut-on dire, un coup de blues important au Front National après les régionales. Parce que vous promettez des régions, il n'y en a pas eu. Il n'y a aucun coup de blues, il n'y a qu'une dynamique bleu marine, et pour une raison simple, c'est que nous sommes le premier parti de France. La dynamique est très forte, on l'a encore vu aux législatives partielles toutes récentes. Vous avez lu les sondages comme moi. Si par exemple Alain Juppé gagne les primaires, il fiche une raclée à Marine Le Pen, même si elle est au deuxième tour, dans des proportions colossales. Donc je vois pas comment vous pouvez avoir une sorte de... Oui, et Édouard Balladur devait être président de la République, et Michel Rocard aussi, et Dominique de Villepin également. D'accord, mais on a vu ne parle même pas de Lionel Jospin, qui lui n'était même pas au second tour. Je fais une petite remarque. Vous me parlez de la fin de l'Europe pour l'instant. Eh bien, donc j'ai la possibilité. Non, mais j'ai la possibilité de simuler aussi. Donc pour l'instant, tous les sondages ne sont quand même pas favorables pour Marine Le Pen concernant l'élection présidentielle. Les sondages la mettent entre 28 et 30% au premier tour. Il y a pire comme sondage, entre 28 et 30% en tête au premier tour dans les derniers sondages. La dynamique est très forte, plus forte que jamais. Et maintenant, quand nous entrerons dans la campagne, on verra bien. Est-ce que les Français veulent que ça continue comme ça marche ça ne marche plus, donc, depuis des années et des décennies. Alors ils auront le choix, ça s'appelle Juppé ou Sarkozy ou Hollande ou Valls. C'est-à-dire plus d'Europe, moins de frontières, plus d'immigration, plus de communautarisme, plus d'ultralibéralisme. Ce sont des slogans. Non, mais non, c'est la réalité de la politique que vivent les gens. La crise des migrants, je l'ai pas inventée. Non, mais l'Europe fédérale, je l'ai pas inventée. J'ai pas inventé les transferts de compétences. J'ai pas inventé Schengen. J'ai pas inventé j'ai pas inventé la loi El Khomri. J'ai pas inventé tout ce qui se passe en ce moment. On va en parler la loi El Khomri. Donc soit c'est la continuité, soit c'est le changement patriote et une politique différente. Ce qui est nouveau sur le plan politique, c'est quand même l'instauration du fameux plafond de verre qui fait qu'au premier tour, qu'il s'agisse de régional ou d'éventuelles présidentielles, les scores du Front National sont excellents. Et après, rien. Il n'y a pas de plafond de verre. Vous savez, s'il y avait un plafond de verre, nous n'aurions pas... comment ne pas avoir de plafond de verre? On n'a pas d'alliés. Attendez, nous n'aurions pas de mairie s'il y avait un plafond de verre. Nous n'aurions pas de conseillers départementaux. Nous n'aurions pas de députés. Nous n'aurions pas de sénateurs. Vous n'avez que... Enfin, le Rassemblement Marine. Nous avons sur le terrain... pas d'alliés. Mais nous avons sur le terrain, vous savez, les alliés, c'est pas que... On veut pas s'allier avec M. Cambadélis ou M. Sarkozy ou M. Lagarde. Ça nous intéresse pas. On pense rien de commun avec eux. Eux pensent la même chose ensemble. Nous, on n'a rien de commun. Vous allez rester un bloc plus ou moins important, faible avec Marine Le Pen, important avec Marine Le Pen, mais toujours pas d'accession. En revanche, sur le terrain, vous avez des élus, des militants, des cadres locaux qui viennent de droite, de gauche, qui viennent de partout, qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints, parce qu'ils sentent bien que les vieux partis sont dépassés, sont un petit peu ringards et qu'il faut changer tout cela. Donc il n'y a pas de blues? Ah, certainement pas, certainement pas. La loi El Khomri, Commission des affaires sociales aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Madame El Khomri va défendre ce texte d'une manière positive, ou est-ce que vous considérez que ce texte est globalement totalement inutile? Je pense qu'il faut retirer ce texte, qui est un texte qui vient directement de Bruxelles pour le coup, c'est la feuille de route de Bruxelles. Il suffit de lire les rapports de la Commission européenne depuis des années pour se rendre compte que tout ce que veut la Commission européenne, c'est-à-dire déréguler totalement le marché du travail. C'est ce que réclame une grande partie des chefs d'entreprise. Se retrouve dans ce texte. Non, faut pas confondre les très grands patrons,
1, comme le numéro 1 de PSA, là, dont le salaire va doubler à 5,24 Il y a une millions. protestation de l'État, pardonnez-moi, il y a une protestation de l'État, des actionnaires de l'État qui ne peut rien faire. Enfin, c'est pareil pour Carlos Ghosn. On a qu'à légiférer là-dessus. 5,24 millions. Non, mais 5,24 millions d'euros par an. Oui. Un doublement. Plus 100% en un an, alors qu'on demande des sacrifices aux salariés de PSA. Vous feriez quoi, par exemple, dans ce cas-là? Parce que ça concerne lui, mais ça concerne aussi Carlos Ghosn, c'est plus de 7 Moi, millions. je pense que quand l'État a une part, quand il apparaît, notamment comme c'est le cas dans PSA, avec une position où il n'est pas majoritaire, mais c'est lui le premier actionnaire en tout cas, ça devrait être limité. On devrait limiter tout cela. Ne serait-ce que pour des raisons... Ça veut rien dire, ça, on devrait. Mais si, par une loi. Ne serait-ce que pour des raisons de morale publique, de décence. Même si ces salaires sont indexés sur la réussite de leurs entreprises, parce que c'est ça. Ils sortent les contrats, ils vous disent, par exemple, dans le cas de Tavares, que effectivement le cash de la société a considérablement augmenté, et dans le cas de Ghosn, que le bénéfice a augmenté de 48%. C'est logique. Et vous croyez que les salariés n'y sont pour rien? Mais j'ai pas dit ça, moi. Bah alors, il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable des bons résultats d'une entreprise. C'est un travail d'équipe, un travail collectif. Bon, donc il faut quand même un peu descendre. Il peut s'augmenter, mais tout à fait raisonnablement. Il peut avoir un salaire un peu plus élevé parce qu'il est le patron, d'accord, mais ça doit rester décent, ça doit rester mesuré. Sinon, on est dans l'indécence et on crée du ressentiment. Et de l'injustice. Bref, la loi El Khomri, c'est la précarisation, c'est le communautarisme dans l'entreprise. L'article 6, c'est même le démantèlement en partie de la médecine du travail, c'est l'article 44, et ça n'apporte rien aux PME. Les PME, elles veulent de la simplicité administrative. Et elles veulent aussi quand même l'assouplissement du marché du travail. Elles veulent aussi surtout de la justice fiscale. Elles veulent payer moins d'impôts, de taxes, alors que les grandes, parfois qui ne payent rien, devraient payer davantage. Ils viennent de faire ça au Royaume-Uni. Ils ont baissé l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises et ils font en sorte de limiter l'optimisation fiscale pour les grosses. Je pense que c'est bien. Comment percevez-vous le voyage de Marine Le Pen au Canada qui a quand même été assez secoué? On peut pas dire qu'elle a été accueillie. Bah oui. Bah non, très bon voyage, excellent. Elle a fait l'actualité. C'est marrant parce que vous avez une vision des choses totalement différente. Ah bah oui, parce que moi j'ai suivi réellement ce qui se passait. J'ai pas regardé un article de presse écrit par quelqu'un à Paris qui n'a pas été sur place. Moi j'avais contact. On a vu des émissions par exemple de Radio-Canada où elle s'est fait secouer par la journaliste. Alors j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo Radio-Canada. Il y a eu 2 interviews. Il y a eu une interview sur une radio privée. Mais oui, je sais. Allez voir avec, je crois, Marie-Pierre Dussault, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la journaliste. Et Marine Le Pen a été excellente. Et je vais vous dire une chose. Mais elle n'a pas été reçue par les grands leaders politiques. Mais est-ce que ça intéresse Marine Le Pen? Elle n'a pas demandé à aller voir. Est-ce que ça intéresse Marine Le Pen d'aller voir l'UMPS québécoise? D'accord, mais à quoi ça sert d'aller là? Eh bien, elle a vu les milieux économiques, les milieux culturels, elle a vu des Français, elle a vu des Québécois en nombre. Je veux dire, elle a fait l'actualité pendant une semaine. Est-ce qu'il y a un seul autre responsable politique français qui est capable de faire l'actualité au Canada pendant une semaine? Non. Elle a déposé cette grande vision de la francophonie, qui est un avenir considérable pour notre pays. Cette vision aussi de la France d'outre-mer qui doit miser sur son espace maritime. Vous parlez de succès. Puisqu'elle est allée aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Si pour vous le critère du succès, c'est de voir le Sarkozy ou le Cambadélis local, de passer 1 heure dans son bureau à prendre un café, je ne vois pas en quoi c'est un succès. Par contre, poser des grands principes de politique d'avenir et rencontrer les Québécois et les Français là-bas, faire l'actualité, oui, c'est un succès. Merci Florent Philippot d'avoir été en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous serons en direct dans un instant avec quelqu'un qui revient de Syrie, André Berkoff, qui a fait partie du voyage, qui lui aussi est un voyage contesté. Vous le savez, il sera avec Philippe Tesson et Bruno Roger Petit. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.